Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, a présenté mercredi dernier à Rabat au chef du gouvernement Saadji El Othmani son étude Le foncier au Maroc, un levier fondamental pour le développement durable et l'inclusion sociale. Cette étude a été réalisée suite à une saisine du chef de l'exécutif en janvier 2018. 2 ans de travaux donc pour d'abord établir un diagnostic de la politique foncière et ainsi formuler des recommandations afin de l'améliorer. Amine Mounir Alaoui, membre de la Commission des affaires économiques et projets stratégiques au sein du Conseil, nous en livre les détails. Bonjour Amine Mounir Alaoui. Bonjour. Avant d'évoquer les constats de cette étude, rappelons peut-être le contexte dans lequel elle a été, ou plutôt elle intervient. Aujourd'hui, il y a une évolution démographique importante au Maroc et les règles du foncier qui existaient il y a 30, 40, 50 ans ne sont plus applicables. Tout le monde sait que l'urbanisation a été très très importante ces dernières années, qu'il y a eu un exode rural qui a fait que les populations des villes ont augmenté. Et donc l'environnement et le cadre qui existe aujourd'hui est dépassé, puisque pour la plupart, les règles datent de plusieurs années, voire décennies. Très bien. Alors, quelles sont les principales failles que cette étude a soulevées ou relevées ? Alors, les principaux problèmes qui sont remontés, c'est d'abord, il n'y a pas un cadre qui est commun. C'est-à-dire qu'il y a des règles au niveau urbain. Ces règles sont également, peuvent être gérées de manière différente en fonction des communes urbaines. Il y a des règles totalement différentes au niveau rural. Au niveau rural, il y a également différents types de règles qui s'appliquent. Il y a des terres collectives qui est un terme qui est extrêmement utilisé. Tout le monde a entendu parler un vaste chantier sur lequel déjà on a commencé à plancher, les Soulaliyettes. Absolument. Et donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui la problématique est d'autant plus présente. Et par exemple, l'une des problématiques que ressentent les Marocains, c'est la difficulté à trouver tout simplement un logement décent en ville, par exemple. C'est le problème des terres justement collectives qui sont distribuées entre plusieurs dizaines, centaines, parfois milliers de personnes sur des terrains relativement limités. Et tout cela fait qu'on a une véritable problématique qu'il est important et aujourd'hui urgent de résoudre. Par ailleurs, même en termes de développement économique, aujourd'hui, il est relativement complexe de mettre en place des zones industrielles. Beaucoup de communes qui veulent développer des projets à l'intérieur de leur périmètre ont un problème d'accès au foncier. Puisque le foncier... C'est un problème juridique, excusez-moi de vous interrompre. Il y a à la fois le problème juridique, mais il y a également un problème financier. Donc, lorsque l'on a des villes où il n'y a plus un seul mètre carré qui appartienne à la commune et que tout est privé, on a un véritable problème. Si on veut construire une école, un hôpital, ça devient extrêmement complexe. Donc tout cela fait qu'il est absolument indispensable aujourd'hui de revoir ce cadre. Est-ce que vous aviez, ou plutôt pendant cette étude, est-ce que vous avez pu quantifier l'impact de ces failles sur le niveau foncier ou pas ? Au niveau économique, vous voulez dire, du foncier. Écoutez, non, il n'y a pas de quantification exacte parce qu'elle serait d'abord très complexe à monter. De par le manque de données, déjà ? Il y a le manque de données, absolument, qui est une des failles d'ailleurs sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, mais en dehors de la partie purement informationnelle, ces informations sont éclatées entre beaucoup d'acteurs. Aujourd'hui, sur un terrain, on peut avoir une intervention, par exemple, du ministère de l'Agriculture, du ministère de l'Intérieur, de la commune, le cadastre et l'agence foncière sont là également pour, en théorie, avoir toutes les informations. Malheureusement, ce n'est pas le cas parce que beaucoup de terrains, la majorité des terrains n'est pas encore enregistrée et identifiée au Maroc. Donc, on a toutes ces problématiques qui sont devant nous. D'ailleurs, dans ce rapport, dans cette étude, ou en tout cas le Conseil, évoque cette question de multiplicité des intervenants et l'absence de mécanismes efficaces de coordination décentralisée en matière d'action foncière. C'est un peu le challenge qui se dresse devant plusieurs, je dirais, politiques sectorielles. C'est cette synergie à créer entre différents intervenants qui sont malheureusement là pour... on ne peut pas éviter cette multiplicité d'intervenants.
Quelle est l'alternative que propose le Conseil pour justement créer cette synergie dans ce secteur? Alors, si on arrive aux propositions, la première chose, c'est d'avoir un cadre légal qui soit le plus unifié possible. Alors, le Conseil, la façon de travailler, je pense que je vais prendre 2 minutes pour parler de la façon dont on travaille. La méthodologie de cette étude, absolument. bien sûr. Cette étude et les autres études, tant que j'y suis, c'est que nous faisons participer les parties prenantes, c'est-à-dire que la durée de l'étude peut paraître longue, mais nous avons auditionné toutes les parties prenantes, qu'elles soient officielles, donc toutes les institutions, mais également les associations, justement, les associations, les élus, de manière à avoir la vision et l'angle de vision de chacun, parce que les angles de vision sont extrêmement différents. Si vous prenez une association de propriétaires ruraux ou un ministère. Donc, on essaye de voir un petit peu quelles sont les problématiques et les points où les personnes se rejoignent. L'élément important par rapport au foncier, c'est que, vu la multiplicité et la complexité des cadres qui existent aujourd'hui, il est indispensable d'aller progressivement vers un cadre unifié. Nous sommes obligés d'aller vers un cadre unifié, sinon on ne pourra pas résoudre le problème à moyen et long terme. Donc on peut faire des petites choses, mais ce sont des petites choses qui vont être ponctuelles et qui ne vont pas avoir de réel effet à long terme. Donc il est indispensable d'aller vers un cadre qui soit unifié, unique, et à partir de ce cadre, il est beaucoup plus simple à ce moment-là de demander à tous les acteurs de se coordonner autour de ce cadre. Aujourd'hui, comme vous avez des cadres réglementaires et juridiques qui sont différents, chacun gère le sien. Et vous pouvez facilement comprendre que, par exemple, quand il y a l'extension d'une ville, voire d'un village, et on passe d'une zone urbaine d'une zone rurale, qu'on intègre au niveau de la zone urbaine, les règles sont fondamentalement différentes, la valeur du terrain est fondamentalement différente, et tout cela n'a pas été anticipé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on continue à fonctionner avec des règles et quelquefois, justement, il y a des conflits de zones de pertinence de la part des différentes institutions. Donc, il est indispensable de mettre un cadre qui soit unifié et de mettre en place un mécanisme de coordination entre les différents intervenants, une coordination qui soit régulière, qui permette justement de lisser au maximum les points d'achoppement des différentes responsabilités. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une espèce de commission qui chapeaute peut-être ce travail, selon vous? Ce n'est pas une commission qui chapeaute, mais c'est une commission qui est formée éventuellement des différents intervenants avec une coordination. C'est-à-dire quelqu'un qui va pouvoir distribuer un petit peu les différentes responsabilités. Quelles sont les autres orientations du plan d'action telles que proposées par le Conseil? Alors, le Conseil propose 4 orientations majeures, en fait, par rapport à ce rapport. Nous avons la première orientation, c'est justement rendre le foncier libre d'un certain nombre de contraintes au niveau urbain. Donc ça, c'est un premier élément. En fait, une orientation urbaine, une orientation rurale. Cette orientation est importante parce que, comme je vous ai dit, si demain, dans certaines villes, on veut faire une zone industrielle ou on veut construire un hôpital, quelquefois, on ne peut pas. Donc il y a un certain nombre de... Vous savez, on est sorti avec 72 recommandations. Donc pour les téléspectateurs qui sont intéressés... Oui, on va essayer de résumer cela peut-être voilà. Ils peuvent grandes orientations. Ils peuvent aller sur le site. L'avis est disponible en téléchargement sur le site du CESE, et donc ça permet d'avoir plus d'informations. Maintenant, première orientation, donc l'urbain. Deuxième orientation, le rural, au niveau en particulier des terres collectives. Donc, faire évoluer les terres collectives vers un environnement où on respecte déjà la propriété de chacun, ou plutôt les droits de chacun. Parce qu'au niveau rural, ça existe même au niveau urbain en fait, souvent il y a eu des transactions que l'on a appelées transactions grises, qui sont des transactions qui sont faites de bonne foi entre quelqu'un qui a un droit et quelqu'un qui ne l'a pas, mais qui ne sont pas enregistrées. Donc, ce qui fait qu'au bout de quelques temps, en fait, on a quelqu'un qui est sur un terrain, qui l'exploite, mais qui n'a aucune valeur juridique réelle, qui n'a que ce qui a été passé. Il faut sécuriser ces personnes, il faut sécuriser ces propriétaires, parce que quelquefois, ils sont là depuis plusieurs générations. Donc, il faut gérer ce problème des terres collectives, mais en ayant toujours en tête, alors ça c'est très important, les aspects sociaux et environnementaux.
Là aussi, quelquefois, il y a eu des projets qui ont été faits sans prendre en compte le fait que, par exemple, une forêt doit rester, que, par exemple, certains terrains doivent être gérés de manière très spécifique parce que c'est le bassin versant d'un fleuve, etc., etc. Donc, il y a des contraintes environnementales très importantes et puis les contraintes sociales. Il faut garder aux personnes qui vivent du foncier, enfin de la terre, il faut leur garder cet apport. Ça, c'est la deuxième orientation. Alors, la troisième orientation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un cadre juridique global qui permette de s'assurer qu'il y a une coordination, et cette coordination faite par une gouvernance, donc c'est la quatrième orientation, une gouvernance qui s'appuie sur une information complète. Alors, aujourd'hui, du fait de la multiplicité des acteurs, on ne peut difficilement récupérer l'information concernant un terrain ou un titre foncier ne pose pas de problème parce que c'est au niveau de l'agence de la conservation foncière. Mais lorsqu'il s'agit de terrains justement qui sont des terrains communautaires, des terrains avec une gestion qui est une gestion traditionnelle, il est extrêmement compliqué de remonter à l'information. Et justement, c'est pour in fine, arriver à développer le foncier pour le rendre un levier fondamental pour le développement durable et l'inclusion sociale, telle que cette étude a été intitulée. Je rappelle qu'elle est, en tout cas qu'on peut, n'est-ce pas, la télécharger sur le site du Conseil économique, social et environnemental, le CESE. Amine Mounir Alaoui, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de Médien TV. Merci à vous. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite des programmes sur notre antenne.